le coût de l'escompte, le coût du découvert. Alors d'abord, un petit rappel, deux petits rappels. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire remettre un effet à l'encaissement? Remettre un effet à l'encaissement, ça veut dire attendre la date d'échéance pour le déposer en banque. Alors que remettre un effet à l'escompte, c'est le déposer en banque avant la date d'échéance pour percevoir le net de la remise. On est d'accord, hein? Alors quand je dis que remettre un effet à l'encaissement, ça veut dire attendre la date d'échéance, dans le monde réel, c'est pas tout à fait ça. C'est quelques jours, 2-3 jours avant la date d'échéance pour que vous puissiez toucher l'argent sur votre compte à la date d'échéance. Mais ceci dit, donc, ne confondez pas remettre un effet à l'encaissement avec remettre un effet à l'escompte. Alors, d'abord, quels sont les paramètres à prendre en compte pour le calcul de l'escompte? D'abord, le taux nominal d'intérêt, ce qu'on appelle le TBB, le taux de base bancaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le taux annoncé, le TBB, annoncé en général lors des négociations avec la banque. Ce taux est fixé selon un critère de référence, un taux de référence qui peut être ce qu'on appelle le RIBOR, le NIA, etc., etc. Donc, ce TBB est fixé sur un taux sur lequel la banque se base, si vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le taux de base, pour vous annoncer ce fameux taux. Attention, c'est le taux nominal d'intérêt. Et évidemment, ce taux, selon ce que j'ai appelé la qualité entre guillemets du client, ça ne va pas être le même. Bien sûr, c'est toujours la même chose, hein. Et il arrive donc, du coup, que quelquefois, à ce taux de base bancaire, en fonction du risque que considère prendre la banque, elle va rajouter un supplément. Ensuite, autre paramètre à prendre en compte dans le coût de l'escompte, ce sont les commissions. Alors, le banquier se rémunère grâce à la perception de deux commissions qui sont les suivantes, la commission d'endo et la commission de service ou de manipulation. Donc, alors quand je dis bien, elle se rémunère en plus des intérêts, bien entendu, hein. Donc, en plus des intérêts, il y a des commissions, deux commissions, commission d'endo et commission de service ou de manipulation. La commission d'endo, elle se présente sous la forme d'un taux qui vient s'ajouter au taux nominal d'escompte dont nous avions parlé tout à l'heure. Et cette commission est calculée sur le montant nominal de l'effet et on tient compte évidemment du prorata temporis. Donc cette commission d'endo, en définitive, elle est proportionnelle au montant nominal de l'effet et à la durée de l'opération. Entendez bien, la durée étant la durée entre la date d'escompte et la date d'échéance de l'effet. Ne faites pas n'importe quoi, hein. Évidemment, hein, quand vous escomptez un effet, ce que la banque va vous compter, donc le temps qui va être compté, c'est le temps entre la date à laquelle vous escomptez et la date d'échéance, bien sûr, hein. On est bien d'accord sur le principe, au moins qu'il n'y ait pas d'embrouille là-dessus. Donc cette commission d'endo est exprimée sous la forme d'un pourcentage, lequel pourcentage sera à rajouter au pourcentage d'intérêt nominal. Ça va, vous me suivez? Et cette commission d'endo, au niveau du calcul, elle est proportionnelle, on le verra tout à l'heure, comme les intérêts proportionnels à la durée et au montant nominal. Ensuite, vous avez des commissions de service que l'on appelle aussi quelquefois des commissions de manipulation. Alors là, c'est une commission fixe qui est applicable pour la remise à l'escompte de chaque effet et dont le montant peut varier en fonction de la banque et en fonction de la négociation, puisque évidemment, dans ce cas-là, tout se négocie, hein. D'autres commissions de service peuvent s'appliquer lors de situations particulières, telles que commission d'acceptation lorsque c'est la banque qui se charge de faire accepter l'effet par le tiré, commission d'impayé lorsqu'il y a eu un incident de paiement à la date d'échéance, commission pour effet domicilié ou non domicilié selon le cas. D'accord? Donc ça, commission de service ou commission de manipulation, on le verra, ce sont des commissions fixes, d'accord? Et on vous dit c'est temps par effet, etc., etc. Ceci dit, dans le cadre des examens, évidemment, ça pose pas de problème puisqu'on est obligé de vous l'indiquer. Alors là, ça va vous surprendre, encore que peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais ce que je veux dire maintenant, il y a d'autres commissions qui vont être liées, vous allez voir, à la durée et au montant de l'effet. Alors d'abord, l'histoire des minimums de 10 jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, lors de la remise à l'escompte des faits de commerce, la banque impose souvent un nombre de jours minimum. Ce nombre de jours plafond est souvent, je dis bien souvent, mais dans le cas d'un examen ça pourrait changer, souvent de 10 jours. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que vous souhaitez, par exemple, aujourd'hui, escompter un effet dont la date d'échéance est dans 5 jours, par exemple. Ce n'est pas interdit par la loi, on est bien d'accord, bien sûr. Eh bien, la banque peut vous dire, ah, ok, c'est dans 5 jours, mais moi je m'en moque, je vous compte quand même 10 jours. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est fait? Pourquoi la banque va compter ce minimum, vous imposer ce minimum de 10 jours? Ben, c'est comme ça, ça évite, ça limite la remise à l'escompte d'effets dont la durée est très courte et donc des effets pour lesquels la banque ne va pas toucher grand-chose. Parce qu'imaginez que vous vouliez escompter un effet dont la date d'échéance est un jour, la banque ne va pas gagner grand-chose. Donc elle dit c'est minimum 10 jours. Okay, même si la date d'échéance est le lendemain. Et qui plus est, il y a aussi un forfait d'agio et de commission. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, la banque, elle va fixer un minimum d'agio en euros. Ah oui, c'est-à-dire que, alors, là, dans le cadre des examens, il n'y a pas d'ambiguïté, on vous le donnera, mais par exemple, ça va être un minimum de 100 euros. Oui, mais j'escompte un effet, il y en a 20 euros. Ah non, ça sera 50 minimum. Alors ça, c'est fait pourquoi? C'est pour éviter la remise à l'effet d'escompte d'effets dont le montant est trop faible. D'accord? Donc avec ces deux systèmes de commission, il limite l'escompte d'effet dont la durée ou dont la date d'échéance est très proche de la date d'escompte, et deux, il limite les effets dont la valeur est trop petite. D'accord? Alors là, dans le cadre d'un examen, encore une fois, forcément, on vous le précisera. Maintenant, une précision concernant le mode de calcul des intérêts. En matière d'intérêt, il y a deux façons de calculer les intérêts, ou deux types d'intérêts si vous préférez. Il y a les intérêts que l'on appelle précomptés, et il y a les intérêts qui sont post-comptés. Alors, j'intègre ça à ce niveau-là, parce qu'évidemment, vous allez voir, justement, ça va intéresser l'escompte et intéresser le découvert. Qu'est-ce que ça veut dire des intérêts précomptés? Et encore une fois, les intérêts précomptés, c'est pour le calcul du coût de l'escompte que ça va fonctionner. Eh bien, lors de la remise de l'effet à l'escompte, est-ce que vous êtes d'accord que le client perçoit la valeur nominale de l'effet, moins les intérêts et les commissions diverses? Autrement dit, les intérêts sont réglés d'avance. Vous entendez bien? D'avance. D'avance avant la date d'échéance. C'est pour ça qu'on appelle ça des intérêts précomptés. Ça va, vous me suivez? Donc, les intérêts sont réglés d'avance et l'entreprise perçoit la remise nette. Ça, c'est ce qui se passe en matière d'escompte. Maintenant, en matière de découvert bancaire, là, les intérêts sont post-comptés. Et les intérêts sont payés donc, s'ils sont post-comptés, à la fin de la période pour laquelle le taux a été défini. Est-ce que vous comprenez pourquoi dans 99% des cas, je ne rentre pas dans les détails, ça nous emmènerait trop loin, je vous en reparlerai, je vous ferai peut-être une petite phrase tout à l'heure, pourquoi, dans le cas du découvert, les intérêts ne sont pas précomptés? Pourquoi les intérêts ne sont pas précomptés en cas de découvert? C'est cartésien, une raison simple. Absolument, très simple. Parce que, évidemment, autant quand vous escomptez un effet de commerce, par définition, vous savez exactement, et la banque sait exactement, la durée qu'il y a entre la date à laquelle vous escomptez l'effet et la date d'échéance. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout le monde le sait, c'est clair, net, précis, sans ambiguïté. Mais le découvert, les intérêts sur découvert, ni vous, ni la banque ne peut savoir à l'avance pendant combien de temps vous allez être à découvert. Et pour quel montant? Donc, dans ce cas-là, la banque va compter les intérêts sur découvert, non pas dès le premier jour où vous êtes à découvert, mais à la fin de la période du découvert. Ça va, vous comprenez le principe? Alors, je dis à 99% des cas, parce que peut-être que vous, ou certains, alors c'est surtout pour les personnes physiques, et pas forcément pour les entreprises, peut-être que vous avez un contrat avec la banque, vous le signez, vous ne le savez pas, où la banque vous retire quand même quelques euros par mois en prévision des éventuels découverts que vous auriez, non? Et à la fin des trimestres, vous avez des contrats qui existent comme ça, je vais vous dire une bêtise, ils vont vous retirer 5 euros par mois, d'accord? Et si à la fin du trimestre, vous n'avez pas été à découvert,
ils repartent à zéro, ils vous rendent les 15 euros. Peut-être que certains d'entre vous... alors là, c'est presque, vous voyez, c'est un peu un mix entre les deux, puisque c'est presque déjà précompté, là. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'avance. Dans le cas d'un examen, on ne sera pas comme ça. Dans le cas d'un examen, c'est les intérêts sont précomptés obligatoirement et sans aucune ambiguïté pour les effets escomptés, et ils sont post-comptés dans le cadre d'un examen sans ambiguïté, dans le cadre d'un découvert. Alors, en fait, la vraie difficulté, pour être franc avec vous, comme d'habitude, c'est le problème du nombre de jours dans le calcul du coût de l'escompte. Alors, je suis désolé parce que c'est à la fois assez technique et encore plus désolé parce que quelquefois, dans le cadre des examens, c'est pas toujours très clair. Donc moi, je vais essayer de vous poser les choses le plus clairement possible. Et si jamais il y a un doute dans le cadre d'un examen, n'hésitez pas à émettre, comme d'habitude, une ou des hypothèses s'il en était besoin. Vous allez comprendre de quoi je parle très rapidement. Alors, nous avons vu que le montant des intérêts dépend, entre autres, on est bien dans le cadre de l'escompte, hein. Donc, les intérêts en cas d'escompte dépendent, entre autres, du nombre de jours entre la date de mise à l'escompte et la date d'échéance, ainsi que du taux d'escompte. On est bien d'accord? Très bien. Le problème, c'est que ce nombre de jours va varier selon ce que l'on calcule. Eh oui. En effet, dans le cas d'un examen, on peut vous demander de calculer le coût d'un escompte, hors taxe et ou TTC, le taux d'escompte et le taux de revient ou le taux réel d'escompte. Le problème, c'est que ce n'est pas la même chose. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Et c'est là où je vous dis que dans le cadre d'un examen, quelquefois, ce n'est pas très clair et que quelquefois, il faudra poser une hypothèse, vous, pour cadrer ce que vous voulez faire. Donc, on va étudier tout ça. Le principe général, c'est quoi? C'est qu'en matière d'escompte, le nombre de jours obéit à l'usage en France de considérer l'année commerciale ou financière pour 360 jours. Et les mois sont comptés pour leur nombre de jours exact, 30, 31 ou 28 pour février. Oui, on est bien d'accord, hein, sauf avis contraire de l'énoncé, ne m'embêtez pas à tenir compte des années bissextiles. Hein, d'accord? Première remarque, certains auteurs, et vous voyez que ça y est, ça commence à diverger, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certains auteurs comptent 365 jours et pas 360. Normalement, dans le cadre d'un examen, les deux réponses sont acceptables, sauf si il est écrit quelque part en tout petit, la page 23, alinéa 12, qu'il faut compter sur 360 ou 365. Si vous faites l'inverse de ce qui est précisé dans l'énoncé, là, par contre, vous serez pénalisé. S'il n'y a rien d'écrit, le correcteur doit vous compter juste les deux côtés. Mais enfin, sachez que en matière d'escompte, l'usage, je dis bien l'usage en France, fait qu'on compte sur 360 jours et que les mois sont comptés pour leur nombre de jours exact. Alors, pour trouver le nombre de jours entre la date de remise à l'escompte et la date d'échéance, on exclut la date de négociation et on inclut la date d'échéance de l'effet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc le principe, c'est que vous amenez aujourd'hui un effet à l'escompte à la banque, d'accord? Eh bien, la date de remise à l'escompte, donc aujourd'hui, n'est pas comptée. Par contre, on va compter, alors je vous répéterai 100 fois, vous comptez avec vos petits doigts boudinés, d'accord? Et pour savoir le nombre de jours, ne commencez pas à me faire le coup avec la calculatrice, je vous connais, l'iPhone, direct Internet. Non. Laissez rire ceux qui vous verront compter sur les doigts. Ils se tromperont d'un jour, d'accord? Donc, pour trouver le nombre de jours entre la date de remise à l'escompte et la date d'échéance, vous excluez la date de négociation et vous incluez la date d'échéance de l'effet. Moi, je vous donne évidemment l'usage en France. On est d'accord. Attention, d'autre part, les banques majorent souvent le nombre de jours défini, tel que nous venons de le dire, d'un ou deux jours supplémentaires qu'on appelle des jours de banque. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Qu'on compte le nombre de jours réels entre le lendemain de la date de remise jusqu'à la date d'échéance incluse, et on rajoute des jours de banque. On est d'accord? OK. Alors bien sûr, les jours de banque, vous ne pouvez pas les inventer. S'il y a jour de banque, l'énoncé vous dira, cette banque compte, en cas de remise à l'escompte, par exemple, un jour de banque ou 2 jours de banque. D'accord, très bien. Attention, vous voyez, j'ai écrit en gras. Ne pas confondre les jours de banque et les dates de valeur. Les jours de banque, on a dit que c'était les jours que rajoutait la banque
à la durée qu'il y a entre le lendemain de la remise à l'escompte et la date d'échéance. La date de valeur, c'est pas tout à fait la même chose. Les dates de valeur correspondent aux dates à partir desquelles le compte bancaire sera mouvementé. Oui, parce que ça, on verra ça dans le cours prochain. Vous pensez bien que sinon, ça serait trop facile, d'accord? Du genre, vous déposez de l'argent aujourd'hui à la banque, ça ne sera pas sur votre compte aujourd'hui. Ça sera demain ou après-demain, cette fois-ci, selon les dates de valeur. Ça va, vous me suivez? Mais rien à voir avec les jours de banque. Les jours de banque, c'est une chose, les dates de valeur, c'en est une autre. D'accord? Maintenant, on va faire une application et vous allez voir les soucis que ça peut poser.